Mali en est à sa 4e vague du Covid-19. Malgré cette situation, le respect des gestes barrières, le port du masque et l'utilisation des gels hydroalcooliques sont des habitudes que les Maliens délaissent de jour en jour. Pense-t-il réellement que la Covid n'est plus d'actualité? Les détails avec le professeur Akoui Ag Iknan, médecin en santé publique. Divorce est l'une des affaires les plus portées au tribunal selon des avocats. Généralement, la situation affecte beaucoup les enfants dont le cadre de vie se retrouve brusquement chamboulé. Vous en saurez plus sur ses conséquences au cours de cette édition. Cardiopathie congénitale survient lorsque les cavités, les parois, les valvules du cœur ou les vaisseaux sanguins près du cœur ne se développent pas normalement avant la naissance. Cependant, sa prise en charge au Mali reste un défi à relever et pour l'instant, le risque est plus grand dans notre pays. Les détails dans un instant. Chers téléspectateurs, partout où vous nous suivez, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Comme annoncé dans nos précédentes éditions, la grève de 72 heures reconductibles du collectif des syndicats du CHI.G a débuté ce mercredi 1er décembre. Ils réclament l'amélioration du plateau technique et dénoncent l'atteinte à la liberté syndicale. Au passage de notre équipe de reportage, le constat est que le mot d'ordre de grève est bien suivi et seul le service minimum est assuré par les équipes de garde. Selon le comité syndical, ces mouvements de grève visent à amener les décideurs à créer une meilleure condition de travail des agents de santé de cette structure étatique. Rappelons que le préavis de grève du collectif des syndicats du CHI.G a été déposé sur la table du gouvernement le 12 novembre dernier. Toujours dans le même cadre, chaque jour, le Mali compte de nouveaux cas de contamination à la Covid-19 et fait désormais face à une 4e vague. En effet, avec cette saison froide déjà propice aux infections respiratoires, il y a eu une remontée progressive du nombre de cas avec un pic très élevé. La population est cependant moins vigilante et ne respecte plus les mesures de prévention. Selon le professeur Akouri Ag Iknan, médecin en santé publique, cette 4e vague à 17 semaines a atteint un pic extrêmement important. Reportage. L'Afrique fait face à une contamination plus accrue de la COVID-19 en ce moment. Pour les pays africains en voie de développement, les taux de propagation persistent malgré les efforts entrepris par les autorités. En effet, le Mali en est à sa 4e vague. Actuellement, nous comptons 2785 cas avec un pic à 82 cas. Le professeur Akouri Ag Iknan, médecin en santé publique, nous en dit plus sur les chiffres globaux. Aujourd'hui, il est important de rappeler à nos chers téléspectateurs et à la population malienne que l'épidémie de la Covid-19 n'est pas sur le point, en tout cas, de ralentir sa course effrénée qui entraîne un nombre de cas assez important et un nombre de décès aussi de plus en plus important. Je voulais juste rappeler que nous sommes à la 4e vague de l'épidémie. La première vague de l'épidémie a duré 32 semaines, avec pratiquement 3565 cas, avec un pic que nous avons eu à 71 cas. Ensuite, nous avons eu droit à la 2e vague, 4825 cas, avec un pic que nous avons eu pratiquement à 141 cas. 3e vague, la plus intense, la plus en termes d'intensité, bien que cette 3e vague ne durait que 27 semaines, la 2e a duré 17 semaines, nous avons eu pratiquement 6154 cas, avec un pic à 314 cas. Maintenant, nous sommes dans la 4e vague, effectivement, qui n'a duré que 11 semaines, et qui a fait déjà pratiquement 2785 cas, avec un pic à 82 cas. Donc c'est dire que
cette troisième vague, elle est plus intense. En tout cas, elle n'a pas encore atteint le pic de la deuxième vague, mais en tout cas, avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui, le relâchement des mesures barrières et le fait que la vaccination n'a pas atteint, en tout cas, l'espérance que nous avons souhaitée, fait que, effectivement, le ministère de la Santé nous appelle effectivement au respect des mesures de prévention, appelle aussi les populations à se faire vacciner. Nous avons des variants qui sont extrêmement contagieux. Nous entendons maintenant le variant Omicron qui est apparu, n'est-ce pas, récemment, et avec l'interpénétration des populations, les déplacements des populations, il n'est pas exclu que ce variant fasse son apparition au niveau de notre pays. Au Mali, il reste encore beaucoup à faire sur la communication autour du coronavirus, car certains jusqu'à présent doutent toujours de sa présence. Le professeur en profite et invite la population malienne au respect des mesures préventives, ainsi qu'à la vaccination en cette période où nous constatons l'apparition de nouvelles variantes. C'est l'occasion rêvée pour que nous reprenions conscience, que nous redoublions d'efforts, que vous, journalistes, vous fassiez le maximum de tapage, j'allais dire, de tapage d'informations continues pour informer et sensibiliser nos populations pour qu'ils respectent les mesures de prévention. Ce sont les seules, en tout cas, qui sont les plus importantes, doublées avec la vaccination. Surtout avec ces variants, on ne sait pas. Est-ce que la vaccination va être efficace contre ce nouveau variant? Nous avons eu récemment, en tout cas, des alertes par rapport à certaines épidémies dans les pays voisins et nous avons pris les dispositions nécessaires, le pays a pris les dispositions nécessaires. Fort heureusement, nous n'avons pas eu encore sur notre sol, n'est-ce pas, Ebola, qui est à nos frontières. Ça, c'est important. Mais aussi, il y a l'épidémie. Et récemment, au nord du pays, de diarrhée, etc., de choléra, dans une zone qui a été très rapidement circonscrite avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, avec le ministère de la Santé. Donc aujourd'hui, il n'est pas exclu que de plus en plus nous faisons face à des épidémies, surtout d'origine virale. Je dis que ce siècle-là va être le siècle des viroses, des maladies virales. Et malheureusement, ces maladies, les plus souvent, n'ont pas de traitement. Je pense que le Mali déjà a réussi un certain nombre de vaccins, AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson. Je suis persuadé que récemment, la campagne de vaccination commence effectivement, les gens commencent à y adhérer, contrairement à la première vaccination AstraZeneca, d'abord qui a eu du mal à démarrer, mais après on a vu qu'il y a eu beaucoup de fausses informations qui ont circulé et ça a vraiment impacté négativement l'utilisation de ces vaccins. Mais j'ose espérer que les vaccins ne vont pas faire défaut. On va recevoir régulièrement des vaccins, mais faut-il que les populations puissent effectivement se faire vacciner, surtout avec les nouveaux variants. Rappelons que cette quatrième vague intervient dans un contexte très difficile pour le Mali, car non seulement la population malienne a du mal à faire face à la cherté des denrées alimentaires de première nécessité, qui s'aggrave avec la crise sanitaire, mais aussi la grève des médecins du CHU du Point J, entamée ce mercredi 1er décembre pour une durée d'1 mois. Parlons tout autre chose à présent. Les divorces deviennent de plus en plus fréquents, bien que tout le monde s'accorde sur la gravité, tant sur les adultes que sur les enfants. Le taux ne cesse d'augmenter de jour en jour dans notre pays. Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés spécifiquement aux conséquences psychologiques qu'il peut avoir sur les enfants dont les parents se séparent. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour atténuer la situation? Reportage. Le divorce prend de plus en plus d'ampleur au Mali, même si le mariage est considéré à tous les niveaux de la société comme union sacrée et reconnu par la loi et la religion. De nos jours, il est l'une des affaires les plus portées au tribunal et les conséquences, notamment sur les enfants, ne se font pas attendre. Mais certaines apparaissent plus tard et peuvent s'installer durablement. Dr Suleiman Di Papa Koulibaly, médecin psychiatre, nous explique. La famille, c'est le milieu de protection pour les membres, c'est le milieu d'identification pour les membres, les éléments qui vont composer cette famille. Cette représentation, le père et la mère jouent une fonction. Si
de par des raisons dont ça peut venir de plusieurs situations, que ces deux éléments ne sont plus capables de vivre ensemble, alors les enfants peuvent avoir différentes répercussions en fonction de leur âge ou en fonction de l'arrivée de l'événement là. Cette séparation des parents amène toujours un enfant à avoir d'autres réaménagements de sa vie pour certainement trouver des ressources pour son développement psycho-affectif. La frustration, l'hystérie ou la dépression, voici autant de mots qui peuvent apparaître chez certains enfants après la séparation de leurs parents. Pour éviter ces genres de situations ou les atténuer, il est nécessaire de faire les choses progressivement et d'appliquer les conseils que nous délivrent les psychiatres. Pour que ça ait moins de répercussions, il faudrait d'abord que ça se passe dans une situation moins conflictuelle. Il faut qu'il y ait moins de conflits ou en tout cas que le conflit soit géré après l'événement, après la séparation, que le conflit soit géré. Si le conflit est géré, il faut faire en sorte que, même en temps de séparation, que les enfants ne puissent pas trop en pâtir de la séparation, que l'enfant ne soit pas coupé d'un de ces éléments. Quand ça arrive, des fois, c'est une dispute qui se passe autour de la garde ou de la gestion des enfants. Alors, les adultes doivent arriver à se comprendre de sorte qu'ils ne puissent pas couper l'enfant d'une de ces ressources qui lui est capitale. Et il faut faire en sorte que chacun des deux éléments ne puisse pas introduire l'autre partenaire auprès de l'enfant comme étant un mauvais élément. Parce que l'enfant, en ayant une mauvaise représentation, une mauvaise perception d'un de ses parents, alors peut en pâtir dans son processus d'identification. Il faut permettre à l'enfant de s'exprimer sur ses besoins et apporter la solution qui peut s'adapter aux besoins de l'enfant. Il faut permettre à cet enfant-là de comprendre que le cadre de vie qu'il a, ce cadre doit être un cadre apaisant, moins traumatique pour lui. Okay? Alors si on est dans cette disposition-là, on peut protéger ces enfants de la consommation qui n'apporte pas une solution. De nombreux cas de divorce sont recensés, mais difficile d'établir des statistiques à jour. Toutefois, dans le district de Bamako, le taux de rupture du lien matrimonial par voie judiciaire en elle seule est de plus de 10 080 cas par an. Cela ressort d'une étude faite en 2014. Une cardiopathie congénitale est une maladie du cœur caractérisée par une malformation cardiaque présente à la naissance. Comme l'indique le terme congénital, cette maladie touche un bon nombre d'enfants à la naissance avec un taux de mortalité de 50%, de mortalité à l'âge de 3 ans et 75% de mortalité à l'âge de 10 ans. Toutefois, sa prise en charge nécessite des coûts importants au Mali. Le professeur Olivier Baron, chirurgien cardiaque en France et spécialiste dans la prise en charge des cardiopathies congénitales, nous en dit plus sur la maladie. Une maladie qui compte parmi les malformations congénitales les plus courantes, la cardiopathie congénitale est une malformation du cœur qui se développe avant la naissance. Le professeur Olivier Baron, chirurgien cardiaque en France, est spécialisé dans la prise en charge des cardiopathies congénitales au centre hospitalier Mère-Enfant le Luxembourg, nous fait un point sur cette maladie et les différents types de cardiopathies congénitales. Alors, une cardiopathie congénitale, c'est par définition une cardiopathie que l'enfant acquis présente à sa naissance. Ce n'est pas forcément une cardiopathie héréditaire, ce n'est pas forcément lié à un problème chromosomique. L'étiologie d'une cardiopathie congénitale est multiple et très souvent on ne sait pas pourquoi tel enfant a développé une cardiopathie congénitale, mais par définition c'est une cardiopathie que l'enfant a lors de sa naissance. Et c'est pas forcément pour un jeune couple qui a un enfant qui a une cardiopathie congénitale. Ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas systématique. Pour chaque enfant, ils n'auront pas systématiquement cette cardiopathie congénitale qui se reproduira.
On distingue différents types de cardiopathie congénitale en fonction de la structure du cœur qui est atteinte ou des vaisseaux. Il y a les anomalies de connexion, il y a les communications anormales, et puis il y a les obstacles. Et chaque entité est plus ou moins grave et a des conséquences plus ou moins invalidantes pour les enfants qui en sont atteints. En effet, souvent les causes des cardiopathies congénitales ne sont pas connues et se présentent surtout avec des symptômes variés. Les causes, on ne sait pas très bien. 10% sont de causes héréditaires, sont de causes chromosomiques. Par exemple, il y a une malformation qui est très souvent associée à la trisomie 21. Cette malformation cardiaque, c'est le canal atrioventriculaire complet. Et on sait très bien que c'est très souvent associé à la trisomie 21. Mais c'est une toute petite partie des cardiopathies congénitales. La plus grande partie des cardiopathies congénitales sont de causes multifactorielles, c'est-à-dire que c'est environnemental, c'est la faute un petit peu à pas de chance, je dirais. Mais on ne sait pas tout, parce que, très clairement, si l'incidence des cardiopathies congénitales est de 1%, lorsqu'un couple a déjà eu un enfant avec une cardiopathie congénitale, on peut dire que le risque qu'il ait un deuxième enfant atteint de cardiopathie congénitale passe à 3 à 4%. Donc, ça multiplie par 3 ou 4 l'incidence pour ce couple d'avoir une cardiopathie congénitale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit y avoir des facteurs génétiques que l'on ne maîtrise pas ou que l'on ne connaît pas qui rentrent dans l'étiologie de ces malformations. Alors, comme les malformations sont très variées, les symptômes sont variables, mais globalement, on a deux types de symptômes. Soit les enfants présentent des signes apparentés à de l'insuffisance cardiaque, parce qu'ils ont des shunts ou des communications à l'intérieur du cœur qui fait que le cœur travaille trop, ou parce qu'ils ont des obstacles à la sortie du cœur qui fait que le cœur travaille trop pour lutter contre un obstacle. Ça, c'est la première partie, l'insuffisance cardiaque. Et ça se manifeste comment? Eh bien, un enfant qui est insuffisant cardiaque, il ne peut pas faire d'effort. Alors, lorsque la malformation est sévère et que ça se manifeste chez le tout petit, eh bien, l'effort que fait le tout petit, c'est de se nourrir. Et donc, ce sont des enfants qui ont du mal à se nourrir, tout simplement, et qui ont un retard de croissance. Et puis, à l'autre versant des symptômes, qui sont les manques d'oxygénation, c'est ce qu'on appelle globalement la maladie bleue, mais qui regroupe en fait un grand nombre de maladies. Ce sont des enfants qui sont mal oxygénés et donc qui ont des teints bleus, notamment au niveau des ongles et des lèvres. On voit qu'ils ont des lèvres et des ongles très bleus parce que le sang ne reçoit pas suffisamment d'oxygène. Et ça se manifeste par une fatigabilité à l'effort puisque l'enfant est mal oxygéné, donc lui aussi fait peu d'efforts. La gravité de la cardiopathie congénitale peut varier allant d'une maladie très mineure qui ne cause pas de problème à une plus grave qui nécessite un traitement. Le Mali étant un pays en voie de développement avec une minorité de population aisée, alors qu'est-ce qui en est du traitement de cette maladie et de son cours? Alors le traitement des malformations cardiaques, le plus congénital, est le plus souvent un traitement chirurgical. Et donc, ça se fait dans un centre qui dispose d'un matériel pouvant faire de la chirurgie à cœur ouvert, ce qu'on appelle un matériel de circulation extracorporelle. Une circulation extracorporelle, c'est tout simplement une machine qui est mise en parallèle de l'enfant et que l'on connecte à l'enfant au début de l'intervention pour que le sang de l'enfant soit dévié vers cette machine qui comprend un réservoir, un oxygénateur et une pompe de réinjection. Une fois que l'enfant est branché à la machine, eh bien ce n'est plus son cœur, mais la machine qui assure la circulation sanguine. Et à ce moment-là, on peut travailler sur son cœur. On l'arrête. Et tout ça, ça nécessite une technologie et un savoir-faire et de toute une équipe. À la fois chirurgiens, mais aussi tout le personnel paramédical, des techniciens de circulation extracorporelle et puis des réanimateurs. Et donc c'est un environnement hautement spécialisé qui se développe tout doucement dans l'Afrique subsaharienne. Depuis 2018,
à Bamako, au Mali, il y a cette technologie qui existe. On a ouvert un centre à l'hôpital Mère-Enfant Luxembourg, qui est le centre Festoc, où on fait de la chirurgie à cœur ouvert quotidiennement au Mali. Depuis le septembre 2018, malgré le Covid, jusqu'à actuellement, il y a 400 enfants, ou personnes jeunes, qui ont été opérés à cœur ouvert au Mali. Donc ça se développe. Nous, Chaîne de l'Espoir, on est là pour aider les enfants aider les équipes à se former. Il faut savoir qu'en France, pour former un chirurgien cardiaque, il faut 10 à 15 ans. Donc là, on n'a fait que 3 ans, et encore, il y a eu la période de Covid. Donc c'est compliqué, c'est long. Le programme 2022, on va essayer de faire 12 missions, une mission par mois pour venir aider les équipes locales. Mais ce sont des missions de formation, c'est des missions d'entraide. Et donc ça veut dire qu'il y a des enfants qui ont des cardiopathies complexes qui sont encore transférés en France parce que le niveau de formation au Mali n'est pas encore suffisant pour pouvoir les prendre en charge. Le coût, c'est cher, bien sûr. Vous avez bien vu que c'était une technologie qui était importante. Et donc au Mali, le coût d'une intervention est de 5 500 € globalement. Donc nous, on apporte des soutiens financiers grâce à notre ONG, la Chaîne de l'Espoir, mais on travaille ardemment pour que localement, on puisse trouver des financements locaux pour que les chirurgiens locaux deviennent complètement indépendants dans la prise en charge au bénéfice de la population malienne. Le chirurgien cardiaque finit ses propos tout en rassurant que même atteint d'une cardiopathie congénitale, vous pouvez mener une vie épanouissante. Toutefois, un suivi permanent est nécessaire surtout pour les cas graves pour apprendre à vivre avec cette maladie du cœur. Ainsi prend donc ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite à des programmes sur la Liberté Télévision.